Nous nous intéressons donc ce soir au mode alternatif de règlement des litiges, enfin des différends plutôt, MARD, M-A-R-D, que ces litiges soient d'ordre locatif ou bien de voisinage. La médiation comme la conciliation constituent aujourd'hui une stratégie importante dans le cadre juridique français. Depuis la loi du 23 mars 2019, le cadre législatif et réglementaire impose pour certains litiges une tentative obligatoire de recours à ces modes alternatifs avant toute procédure judiciaire. Il s'agit de réduire le nombre de cas arrivant devant les tribunaux. Pour nous éclairer et pour savoir ce qu'il en est plus précisément, nous accueillons ce soir Karine Castagne, directrice gestion locative, membre de la commission de conciliation des baux d'habitation de la Haute-Garonne. À ses côtés, Laurent Igalins, adhérent de notre association et représentant des propriétaires à cette même commission. À ma gauche, Maître Rastoul, avocat et médiateur chez Médiateur ad hoc, consultant également de notre association sur ce thème de la médiation. Et enfin, Jean-Jacques Arnal, bonsoir, président des conciliateurs de justice de la Cour d'appel de Toulouse, soit 4 départements, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne et Ariège. Maître Rastoul, c'est à l'avocat que je m'adresse préalablement. Pouvez-vous nous en dire plus sur la réglementation en matière de marque? Bien volontiers. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. En cette matière de développement des modes alternatifs de règlement des différends, il faut bien reconnaître que le législateur français a toujours procédé avec ce qu'on pourrait appeler la politique des petits pas. Et j'y vois une raison qui me paraît être suffisante, à savoir que dans un pays comme la France, qui est un pays latin, ces modes de règlement amiable, comme la conciliation ou comme la médiation, ne seront certainement pas encore tout à fait entrés dans les mœurs, comme ça peut être le cas dans les pays anglo-saxons qui résolvent de façon majoritaire et préférentielle leurs litiges de cette façon-là avant de s'adresser au juge. Mais il est vrai, nous le savons bien, en écoutant le chanteur préféré des Toulousains, Nougaro, que même les mémés dans le sud préfèrent la castagne à tout mode de conciliation, de négociation ou même d'échange. Alors cette politique des petits pas, elle se poursuit, mais elle s'accélère. Elle s'accélère et le ton du législateur devient aussi beaucoup plus ferme, notamment depuis cette loi que vous rappeliez même il y a un instant, la loi du 23 mars 2019. Puisque je crois qu'on peut considérer que c'est un véritable tournant, pour ne pas dire une révolution, dans l'esprit du législateur par rapport à ces modes de règlement amiable. C'est ainsi que par cette loi, le législateur a voulu désormais imposer aux justiciables de passer avant tout recours devant le juge par ce qu'on pourrait appeler la case conciliation ou la case médiation. Mais toujours fidèle à sa politique des petits pas, le législateur a voulu limiter, en tout cas temporairement, progressivement, ce recours à certains types de litiges. Et en particulier, du point de vue de l'intérêt financier des litiges, aux affaires dont l'intérêt est inférieur à 5 000 €. Donc désormais, depuis 2019, chaque fois qu'un justiciable, un citoyen,
un litige qui intéresse un montant qui ne dépasse pas 5 000 €, il doit obligatoirement, à peine d'irrecevabilité de son action en justice, s'adresser soit à un conciliateur, soit à un médiateur. Et cette loi, elle se traduit dans le marbre du Code de procédure civile par l'article 750-1. Au-delà de ces litiges inférieurs à 5 000 €, le législateur a également ciblé quelques autres litiges qu'il regroupe sous la catégorie conflit de voisinage, mais là encore, il les limite à certains types de conflits de voisinage, comme les actions en bornage ou certains recours qui sont, il est vrai, très, très fréquents entre propriétaires voisins, les questions de distance de plantation, d'élagage d'arbres en particulier. Voilà donc ce qui ressort de cette loi très importante du 23 mars 2019. Mais cette politique s'est poursuivie depuis, et le législateur également a voulu que le juge puisse ordonner. Alors, cette fois-ci, c'est davantage ciblé sur la médiation, puisque la loi de 2019 cible la médiation, mais également la conciliation. Mais le législateur a également voulu, tout particulièrement par le moyen de la médiation, que le juge puisse ordonner des médiations. Donc, pour les affaires qui n'ont pas été réglées préalablement, en amont, qui viennent devant le juge, celui-ci peut, s'il constate qu'aucune démarche amiable n'a été entreprise préalablement, ordonner cette médiation. Mais il ne peut l'ordonner qu'avec l'accord des parties, en respectant en cela le sacro-saint principe, mais qui a été mis à mal, comme je viens de le dire quand même, dans certains cas par la loi de 2019, le sacro-saint principe que la médiation est et doit rester une démarche volontaire à l'initiative des parties. Si les parties refusent devant le juge d'aller en médiation, comme le juge le leur propose, eh bien à ce moment-là, le juge a le pouvoir d'enjoindre aux parties, aux justiciables, non pas d'aller en médiation, mais de s'informer auprès d'un médiateur sur ce qu'est cette méthode, ce processus de médiation. Et c'est ainsi qu'en particulier à Toulouse, mais on constate maintenant qu'il y a véritablement un développement dans toutes les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Toulouse, et même au-delà, mais je parle surtout de ce que je connais particulièrement, il y a une volonté des magistrats, des chefs de juridiction, d'organiser cette information à la médiation, de telle sorte qu'il y a, à Toulouse notamment, toutes les semaines, une permanence de médiateurs au tribunal judiciaire qui sont là pour informer les justiciables de ce qu'est le processus de médiation. Et c'est certainement par cette pédagogie-là, plutôt peut-être même encore que par l'injonction du juge, que la médiation pourra se développer et entrer petit à petit dans les mœurs. Je m'en tiens aux dispositions les plus importantes depuis 2019, bien entendu, mais dernière impulsion du législateur pour le développement de ces modes amiables, c'est ce que l'on appelle l'audience de règlement amiable. Alors là aussi, on peut parler de révolution, parce que cette audience de règlement amiable
jusqu'à présent, était totalement inconnu des praticiens, y compris des avocats et des magistrats, totalement inconnu. C'est une véritable nouveauté qui fait que le juge, en définitive, s'institue lui-même comme un médiateur et un conciliateur, mais de par les textes, il est déjà conciliateur, le juge, mais là il s'institue comme un véritable médiateur, puisque c'est lui qui va endosser la casquette du médiateur et en réunissant les parties et leurs avocats, essayer de les amener à un accord. Alors cette initiative, cette pratique, cette audience est encore, on peut le dire, à Toulouse à titre expérimental, enfin en tout cas depuis l'apparition du décret en juillet 2023, il s'est pas écoulé suffisamment de temps pour qu'on puisse encore avoir un recul suffisant, mais force est de constater, je vois quelques confrères dans la salle qui pourront peut-être apporter leur écho tout à l'heure, mais il semble que les magistrats aient quand même quelques difficultés à endosser ce costume de médiateur et à consacrer le temps nécessaire pour faire en sorte que les parties échangent entre elles et arrivent à se comprendre et à développer, faire émerger des solutions, même si cela se passe sous la férule de ce médiateur qui est également un juge. Voilà donc en quelques mots, depuis 2019, comment se développent les modes de règlement amiable, que ce soit la conciliation ou la médiation, mais il en ressort très clairement une volonté du législateur, relayée en cela par les magistrats, et on peut l'espérer de plus en plus par les praticiens et par les avocats, pour faire en sorte que ces modes amiables trouvent un écho de plus en plus favorable parmi les citoyens que nous sommes, et d'avoir ce réflexe de s'adresser d'abord à un tiers indépendant, neutre, comme est le médiateur, comme est le conciliateur, pour tenter de résoudre le différend qui les oppose. Merci Maître pour ce préambule. Je vais pas donner trop. Nous allons maintenant passer la parole à Monsieur Arnal, qui lui est donc conciliateur de justice et qui va nous donner son sentiment et sa pratique de la conciliation. Bonsoir à tous. Je viens peut-être de comprendre pourquoi je me retrouve président de cette association, puisque s'il aimait bien la castagne, c'est pour ça que d'être quand ancien pilier, on m'a demandé de prendre la présidence. J'espère qu'on amène autre chose. Oui, je vais essayer peut-être de vous faire partager rapidement qui sommes-nous, parce que cette fonction de conciliateur, cette mission, puisque nous sommes nous avant tout des gens bénévoles qui ont accepté de porter ce projet-là, s'aperçoit à travers les médias et puis même dans la connaissance des gens que c'est une fonction qui est très peu connue. Donc je le redis, nous sommes des gens bénévoles qui sont nommés par la Cour d'appel de Toulouse, puisque nous dépendons de la Cour d'appel, c'est-à-dire que nous couvrons 4 départements, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne et l'Ariège. Nous sommes à ce jour 47 en Haute-Garonne, 5 en Ariège, 85 en tout pour l'ensemble de la Cour d'appel. Donc déjà, je vous le dis d'avance, nous sommes trop peu nombreux, puisque si on se compare aux autres cours d'appel, nous sommes au 10e rang des cours d'appel en termes de quantitatif de conciliateurs dans le secteur. Nous devrions quasiment être le double pour répondre à toutes les demandes que nous recevons, sachant qu'aujourd'hui, quand même, nous arrivons à tenir un délai de 1 mois à 1 mois et demi de réponse pour recevoir un citoyen qui souhaite obtenir une conciliation. Donc là, pour faire connaissance avec nous et peut-être pour créer des vocations ce soir, pourquoi pas, la plupart des conciliateurs, ce sont des hommes et des femmes retraités, souvent de la fonction publique, mais aussi du secteur privé. Nous avons des anciens commissaires de police, quelques avocats,
des directeurs des finances publiques, notaires, des enseignants, des cadres dirigeants. Voilà. J'en profite pour dire que nous revendiquons le fait que nous ne sommes ni juges ni avocats. Hein, nous sommes des gens qui ont mission d'essayer de rapprocher pour trouver une solution. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. La démarche, quand même, elle est carrée. Hein. Les candidatures elles sont soumises au magistrat coordonnateur du tribunal judiciaire qui fait un premier entretien avec la personne qui souhaite devenir conciliateur, qui après le confie à l'association. Après cette démarche effectuée, si elle est validée par les différentes parties, nous sommes nommés pour la cour d'appel et nous rentrons dans une formation, puisque c'est l'école nationale de la magistrature qui nous dispense quand même les différents modules, qui nous donnent un champ de compétences assez large pour pouvoir travailler sur cette question de la conciliation. Donc nous prêtons serment, il faut le dire, d'ailleurs c'est le même serment, nous prêtons exactement le même serment entre les conciliateurs et les médiateurs, et à partir de là, nous avons une permanence, nous tenons une permanence sur le territoire. Ça c'est peut-être ce qui nous différencie, c'est que c'est plutôt le conciliateur qui va au-devant de la population que la population qui vient au tribunal. C'est un peu aussi cette idée de décentraliser cette possibilité de trouver une solution au plus près du terrain. Nous sommes la plupart du temps dans des maisons de justice et du droit, dans les maisons France Service, dans les mairies, dans les CCAS. Ce sont donc plus de 120 permanences que nous tenons en Haute-Garonne, pour 5 seulement en Ariège. Quand même, pour la Haute-Garonne, hors Comminges, 70% de la population du 31 dispose d'un conciliateur dans sa commune. Donc, on peut imaginer pour les gens qui sont là que très près de chez vous, il y a sûrement un conciliateur que vous pourrez rencontrer. Comment se font ces rencontres? 3 possibilités. La saisie en ligne, si vous allez sur le site sur Internet et que vous tapez conciliateur, vous verrez que si vous demandez à rencontrer un conciliateur, vous aurez toute une démarche qui vous permettra d'avoir un rendez-vous avec le conciliateur que vous choisirez, souvent au plus près de chez vous. Nous avons traité quand même cette année plus de 4500 litiges sur notre département. Vous voyez que quand même nous sommes très actifs avec un taux d'accord écrit de plus de 60%. Donc, s'aperçoit que quand les citoyens viennent à la rencontre du conciliateur, quand même, nous arrivons à trouver des solutions. Comment se déroule vite fait la démarche? La personne qui vient nous voir, c'est le demandeur. Il nous expose les faits pour lesquels il souhaite une conciliation. La suite consiste à ce que nous invitions la personne mise en cause, le défendeur, et nous essayons à ce moment-là, sur la 3e séance, d'essayer de trouver ensemble, et je dis bien ensemble, une solution pour sortir du conflit qui opposait les gens. Donc, si nous trouvons une solution, nous écrivons un accord, et cet accord est déposé au greffe du tribunal, et donc peut être utilisé après par le demandeur, notamment si cet accord n'est pas appliqué. Ça peut être un échec, si les gens ne sont pas, les parties ne sont pas arrivées à tomber d'accord. Nous signons un accord d'échec qui permet quand même au demandeur du coup de s'adresser au tribunal judiciaire puisqu'il a rempli les conditions d'accès. 3e solution qui arrive quand même aussi assez souvent, c'est que le mis en cause ne se présente pas et à ce moment-là on fait un constat de carence pour lequel après devant le tribunal le juge n'apprécie pas trop que les gens ne se présentent pas à une conciliation, donc c'est quand même un élément favorable pour le demandeur d'avoir quand même tenté cette conciliation. Et donc, sur les sujets qui nous intéressent ce soir, les litiges locatifs et les relations de voisinage, quelles sont les typologies de demandes que vous rencontrez finalement? Pour essayer de résumer un peu la typologie des rencontres, nous sommes essentiellement sur des par rapport au public que nous avons ce soir, c'est essentiellement des contestations locataires-bailleurs, notamment en sortie de bail. Souvent, le locataire ne comprend pas la retenue, ne comprend pas pourquoi on lui a retenu la caution et on est sollicité souvent par le locataire, évidemment, qui souhaite récupérer une partie des sommes qui sont retenues. Des contestations de l'état des lieux, de la nature des travaux de réparation. Souvent, c'est un sujet
qui est très mal acceptée par le locataire, notamment cette incompréhension sur le phénomène de devis, puisque le propriétaire, pour justifier de ses retenues, fournit un devis, et ça, les locataires ont du mal à comprendre que ça ne se traite pas sur facture. Donc il faut faire un travail de pédagogie, et souvent quand on explique, et quand d'ailleurs le propriétaire lui-même explique, on arrive à trouver une acceptation de l'association, de la solution. C'est aussi côté propriétaire parfois des loyers impayés, des non-remises de clés, des gens qui sont partis sans rendre, souvent ça met en difficulté le propriétaire parce que la personne a quitté sans avoir rendu toutes les clés ou sans avoir rendu des badges. Donc, sur des choses aussi simples qui mettent en difficulté des gens, et en les faisant rencontrer, on arrive à trouver des solutions. Des non-fournitures d'attestation d'assurance aussi. Les gens sont soumis, je vais l'apprendre à personne ici, à prouver qu'ils ont une assurance, et souvent les propriétaires ont du mal à récupérer ces attestations. Le refus de payer les ordures ménagères, ça c'est un classique aussi pour nous, les gens contestent ce genre de choses, et beaucoup de contestations aussi sur tout ce qui touche les factures d'eau. Là on voit de plus en plus arriver des gens qui ne comprennent pas pourquoi on leur réclame des quantités de factures d'eau en sortie de bail. Donc là aussi, il faut faire un travail souvent de pédagogie, parfois se mettre en contact aussi avec les organismes qui tout simplement jouent ce rôle-là pour que tout le monde puisse se comprendre. Côté relations entre propriétaires, là, nous sommes sur des choses très classiques, une nuisance à la limite de propriété, tout ce qui est arbres et dépassements, les feuilles tombent chez moi, vous envahissez ma piscine, vous me faites de l'ombre. Souvent la difficulté tout simplement de vivre ensemble. Beaucoup de soucis sur les nuisances sonores. Ce qu'on voit de plus en plus se développer, c'est des lotissements avec des petits terrains. Plus les terrains sont petits, plus on se trouve avec des nuisances sonores et des difficultés, bien sûr, dans ces cas-là, à trouver des solutions. C'est des questions de non-respect de la mitoyenneté, évidemment. Le refus du droit d'échelle, souvent, voilà, tout simplement, le propriétaire, pour embêter l'autre, lui interdit de passer. Donc on essaye de mettre en place, alors que c'est la règle, on essaye de rappeler à tout le monde quelles sont les règles. Voilà à peu près un plus vite ce que je peux vous dire sur notre fonction de conciliateur. Merci pour ce tour d'horizon. On va passer la parole à ma droite. En fait, en matière de litige locatif, je rappelle que l'association des propriétaires et copropriétaires Haute-Garonne-Ariège représente ses adhérents à la commission de conciliation des baux d'habitation. Et nous avons 2 représentants à cette commission. Donc c'est Madame Castam qui va intervenir en premier pour nous rappeler comment fonctionne cette commission. Je vous remercie, bonsoir à tous. Donc, j'ai eu la chance de siéger pendant une dizaine d'années au sein de la commission départementale de conciliation de la Haute-Garonne. J'ai représenté donc les syndicats professionnels qui représentent donc les collèges des bailleurs privés, notamment l'UNIS et la SNPI. Et donc, je peux vous apporter aujourd'hui un éclairage sur le rôle de la commission, sur son champ de compétences, sur le fonctionnement de la commission de conciliation et en dernier lieu, est-elle incontournable ? Donc la commission de conciliation a pour objet de concilier les parties. Donc dans le cas présent, dans les rapports locatifs, le bailleur et le propriétaire. L'une des 2 parties aura saisi la commission, donc on est dans l'action de la saisine. La commission est une instance paritaire. Elle est composée donc de représentants de bailleurs privés, d'associations de locataires et de consommateurs. Donc à Toulouse, nous avons la CSF, Confédération syndicale des familles, la CLCV, donc Association des consommateurs, et la CNL 31, Confédération nationale du logement de la Haute-Garonne. Donc on se retrouve tous ensemble autour de la table pour examiner les dossiers tous les jeudis matins, donc au sein avec le secrétariat de la préfecture. Et en amont, on a individuellement regardé aussi les dossiers de saisine qui nous ont été communiqués une semaine avant pour les étudier indépendamment, et on échange ensemble, chacun avec sa vision, son bon sens, et toujours avec le même impératif qui s'impose à nous, la loi du 6 juillet 89, puisque on considère uniquement
les baux à usage d'habitation de résidence principale. Donc on a un champ de compétences pour lequel la commission est compétente. On va être compétent pour les litiges qui vont porter sur les états des lieux, les dépôts de garantie, les réparations locatives, les caractéristiques du logement décent, la fixation d'un nouveau loyer. Donc tous ces points doivent vous parler en tant que propriétaire bailleur. Ils sont soumis à différents articles et donc c'est sur la base de ces articles-là qu'on va aussi s'appuyer pour pouvoir régler le litige qui nous est exposé. En dehors de ces litiges, la commission ne sera pas compétente et donc on orientera les locataires ou les bailleurs vers peut-être un médiateur dans un premier temps, puisque c'est un passage obligé, on le verra en dernier lieu. Donc comment fonctionne la commission de conciliation? C'est très simple, on va sur le site de la préfecture, il y a un formulaire, on va le remplir par internet. L'une des deux parties saisit, c'est une saisine qui est gratuite. Et donc les deux parties, une fois qu'on aura reçu la saisine, vont être convoquées. Donc les convocations ont des délais plus ou moins longs en fonction du nombre de dossiers qu'on va recevoir. Elles vont être convoquées à une date fixe, donc le jeudi matin pour Toulouse. Il peut y avoir d'autres jours aussi qui vont s'ajouter si on a trop de dossiers à traiter. Et on va on va examiner les pièces qui nous ont été produites. Souvent, on demande le bail, les pièces annexes au bail, l'état des lieux et d'autres éléments qui peuvent être portés à notre connaissance, qui vont nous permettre d'analyser le dossier au mieux des intérêts des parties. Et donc, on va écouter déjà la personne qui a saisi la commission, donc le locataire ou le bailleur, et puis on va laisser la parole à la deuxième personne, et puis ensuite, on va échanger ensemble, et on va essayer de les concilier. Si c'est le cas, en séance, on aura le plaisir de rédiger un procès-verbal de conciliation qui clôturera le litige, c'est-à-dire qu'aucune des deux parties ne pourra revenir sur ce motif-là. À défaut, on rédigera un avis que chacune des deux parties recevra sous 15 jours. Cet avis, on précisera donc ce qui a été dit en commission, ce qu'on préconise donc aux deux parties. On fait beaucoup de pédagogie aussi pendant les commissions de conciliation, c'est assez formateur pour les locataires et les propriétaires. Et puis, on va leur demander dans un premier temps de se rapprocher. À défaut, l'une des deux parties les plus diligentes saisira le tribunal judiciaire. Le déroulement de la séance, je viens de l'évoquer. Est-ce que la commission de conciliation est incontournable? Alors oui, depuis le 11 octobre 2023, la commission est incontournable pour tout litige qui est inférieur à 5 000 €. Donc ça, c'est le cap, bien que quand on soit saisi, on ne connaît pas forcément le montant du litige. Quels sont les avantages de saisir la commission de conciliation? C'est une procédure qui est rapide. Une fois qu'on a saisi la commission, en fonction des délais, on sait que dans les mois à venir, rapidement, d'ici normalement 2-3 mois, on ne siège pas, à préciser, pendant les vacances scolaires. Donc il y a des dossiers, sur l'été, il n'y aura pas de commission, mais de septembre au 30 juin, il y aura des commissions tous les jeudis matins. Ensuite, elle est gratuite, donc ça aussi c'est un point important. La procédure donc est simple et accessible à tous, et donc l'objectif est de trouver une solution amiable qui peut préserver la relation entre les deux parties. En résumé, je pourrais dire que c'est un outil précieux pour résoudre les litiges locatifs à l'amiable. Elle offre une alternative au procès, souvent plus rapide et moins coûteuse. Cependant, si les parties ne s'entendent pas, elles peuvent toujours saisir à l'issue le tribunal. Et en tant qu'ancienne membre, je peux confirmer et affirmer que la CDC joue un rôle essentiel dans la prévention des conflits et le maintien des relations apaisées entre les bailleurs et les locataires. Merci Madame. Donc, pour compléter vos propos sur la commission de conciliation, nous allons donner la parole à Monsieur Igalins, qui représente les propriétaires de l'association des propriétaires de Haute-Garonne et d'Ariège à la CDC. Et il va nous parler un petit peu des résultats de cette commission. D'accord. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde.
Donc je représente la Chambre avec Chantal Vélas qui n'a pas pu être là aujourd'hui, donc depuis 3 ans maintenant. Je suis venu vous présenter quelques chiffres pour illustrer effectivement la présentation de Karine. Ces chiffres sont le résultat d'analyses internes à la Chambre sur une période de 4 mois, de septembre à décembre 2023. Alors, s'agissant du nombre de dossiers, la commission, on vous l'a dit, se réunit 1 fois par semaine, tous les jeudis matins, et étudie 7 dossiers par séance. La tendance 2023-2024 est à la hausse, c'est-à-dire qu'il y a des séances complémentaires qui sont programmées, les jeudis après-midi en général, faisant passer le nombre de dossiers de 7 à 14 par semaine. Sur la période donc, de 4 mois, on a étudié 99 dossiers. Certains dossiers se concilient en amont, c'est le cas dans 9% des cas. Une bonne partie des dossiers ne peuvent pas être conciliés parce qu'il y a une des parties qui n'est pas présente ou représentée. C'est le cas dans 32% des cas. Et bien entendu, dans 42% des cas, les 2 parties sont présentes et on peut tenter de les concilier. Concernant l'origine de la saisine, dans 92% des cas, c'est le locataire qui saisit la commission. Cela s'explique, entre autres, par rapport à la nature des litiges qui sont portés devant la commission. On vous l'a rappelé, il y a d'abord le champ de compétences, mais dans 65% des cas, il s'agit de litiges sur des dépôts de garantie. Concernant les montants, je n'ai pas de chiffres à communiquer, mais il peut s'agir des montants relativement faibles, quelques centaines d'euros, comme des litiges plus importants, plusieurs milliers d'euros. Deuxième thématique, ce sont les charges et réparations locatives dans 18% des cas. C'est un sujet un peu plus technique sur des régularisations qui vont être un petit peu tardives ou des estimations qui ont été un petit peu à la baisse à l'entrée dans les lieux, et notamment à cause des coûts de l'énergie qui ont augmenté ces dernières années. Troisième thématique concernant la décence, c'est le cas dans 12% des cas. C'est un sujet qui monte notamment avec les nouvelles obligations sur les diagnostics de performance énergétique que vous devez connaître. Enfin, c'est moins souvent le cas, 2% concernent les augmentations et indexations de loyer. Et enfin, 1% sur les états des lieux et 1% concernant les congés. Le taux de conciliation, donc le taux de conciliation quand les 2 parties sont présentes à la commission sur la période donc de 4 mois est de 33%. On vous l'a dit, lorsqu'il y a conciliation en séance, nous faisons un procès-verbal de conciliation, ce qui clôt le litige. Voilà les quelques chiffres que j'avais à vous présenter. Merci. Très bien. Merci en tous les cas de représenter l'association. Je vais donc repasser la parole à Maître Raskin, puisqu'il faut parler un petit peu de médiation, un petit peu plus en détail quand même. Et donc, vous allez nous indiquer quelles sont les particularités de la médiation, et surtout parce que vous intervenez à l'association des propriétaires en tant que consultant pour présenter la médiation depuis une quinzaine d'années. Vous nous direz un petit peu comment a évolué votre permanence. Alors on vient de le voir, le panel des modes alternatifs de règlement des différends est vaste. La conciliation, commission de conciliation, médiation. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Je vais donc vous parler plus précisément de la médiation, puisque je suis tombé dans la marmite de la médiation il y a maintenant quelques années, je n'ose même pas dire depuis combien de temps, mais c'est mon activité d'avocat qui a fait que je me suis tourné vers la médiation parce que dans l'intérêt de la défense de mes clients, j'ai considéré que c'était un outil supplémentaire en plus de la possibilité de plaider ou de négocier en tant qu'avocat, de recourir à ce processus. Et j'ai eu recours dans des affaires importantes comme l'explosion de l'usine AZF de Toulouse ou l'affaire des Irradiés,
ce qui montre aussi que ces modes amiables, ils sont utiles pour les différends de tous les jours, hein, les litiges de voisinage, comme on en a parlé tout à l'heure, mais également pour des affaires beaucoup plus importantes. Et d'ailleurs, dans notre activité de médiation, au sein de l'association que j'ai cofondée, que je préside, l'association Médiateurs ad hoc, nous avons eu à traiter des affaires d'importance qui opposent de grandes sociétés, qui rencontrent des différends entre elles ou en leur sein même, dans le cadre des équipes dirigeantes. Donc la médiation est vraiment un outil au service de l'avocat, au service du juge et avant tout au service du justiciable pour résoudre toutes sortes de litiges, les petits litiges comme les litiges de plus grande importance. Et il n'y a pas véritablement de litiges qui soient exclus de la médiation, mis à part quelques affaires qui ressortent à l'état des personnes ou à l'ordre public. Donc la médiation est véritablement utile et elle est tout à fait efficace. Et ça, tous les jours, la démonstration, elle est faite. Le législateur, revenons à celui-ci, ne facilite pas quand même les choses dans l'esprit du grand public pour distinguer les avantages de la médiation par rapport à la conciliation. Et j'en veux pour preuve que dans le Code de procédure civile, médiation et conciliation sont traités sous le même titre. C'est donc que dans l'esprit du législateur, il y a bien, sinon cette confusion qui est ensuite créée, je le trouve tous les jours, je le confirme tous les jours au sein du grand public, mais pour le législateur, il y a donc des points communs entre la conciliation et la médiation. Et il est vrai qu'ils existent. Il n'y a pas beaucoup de choses qui séparent le conciliateur qui est à ma gauche du médiateur que je suis. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons le même serment, nous sommes inscrits sur des listes qui sont validées par la Cour d'appel, et nous avons comme but, sans que ce soit pour autant une obligation de résultat, nous avons comme but d'amener les citoyens, les partis, les justiciables vers une solution réfléchie et qui soit un accord pérenne, et qui puisse d'ailleurs, dans certains cas, être homologué par le juge. Et ce protocole, qui soit de médiation ou de conciliation, peut d'ailleurs remplacer un jugement. Quand il est homologué par le juge, le protocole a la même force exécutoire qu'un jugement, ce qui démontre bien par là même, s'il le fallait, l'efficacité de la médiation et de la conciliation. Bon, mais beaucoup de points, nous rejoignons, mais aussi il y a quelques aspects qui font que la médiation et la conciliation, ce n'est pas exactement la même chose. Et ça, c'est pas facile à expliquer, et dans les permanences que je tiens, depuis, vous m'avez rappelé, une quinzaine d'années, au sein de votre association, les mêmes questions reviennent régulièrement. Mais qu'est-ce que c'est que la médiation par rapport à la conciliation? D'ailleurs, les gens parlent de conciliation ou de médiation indifféremment. Alors, peut-être une distinction que vous avez indiquée tout à l'heure. Vous avez dit que les conciliateurs, la plupart, ce sont des retraités. Bon, la plupart des médiateurs ne sont pas des retraités. Je ne sais pas si je suis un bon exemple, compte tenu de mon ancienneté, mais je ne suis pas retraité, j'exerce toujours ma profession d'avocat, je suis médiateur. Et au sein de l'association médiateurs ad hoc, nous sommes
plupart en activité, pour ne pas dire quasiment tous. Alors peut-être une autre différence aussi entre conciliateur et médiateur, c'est que le panel, le profil des médiateurs est peut-être plus étendu que celui des conciliateurs. Dans les médiateurs, vous avez un grand nombre de juristes, avocats principalement, mais également huissiers, notaires. Mais au-delà de ces professions juridiques, il y a des experts comptables, il y a des géomètres experts, il y a, même au sein de notre association, nous avons un médecin, nous avons un journaliste, il y a des agents immobiliers, etc., etc. Et cette expérience professionnelle, d'ailleurs les textes requièrent cette expérience professionnelle comme qualité essentielle du médiateur, en plus de sa formation, c'est cet ancrage sur le terrain qui fait que le médiateur peut véritablement apporter une aide et faciliter la solution dans ses aspects pratiques, juridiques et efficaces, puisque, comme je viens de le dire, l'accord doit être pérenne et peut même être homologué par le juge. Donc il faut que cet accord il ait une réelle efficacité. On ne peut pas accepter en médiation que l'accord reste quelque chose de flou et d'inapplicable. Alors ensuite, la pratique des médiateurs, eh ben, elle se veut... D'abord, le médiateur est quelqu'un comme le conciliateur de neutre, d'absolument indépendant, de compétent, bien sûr, et de diligent. Il y a tout à l'heure de délai d'un mois à un mois et demi pour que les conciliateurs puissent répondre aux demandes des citoyens. Nos délais sont plus courts. En tout cas, au sein de notre association, nous faisons en sorte que nous puissions apporter une réponse dans les 48 heures. Autrement dit, vous avez un litige indifférent avec votre voisin ou avec un associé, peu importe, vous mettez en relation avec d'autres associations par l'intermédiaire de notre site, par téléphone ou par tout autre moyen, et nous nous engageons à apporter une réponse, enfin, un commencement de réponse dans les 48 heures, c'est-à-dire qu'un médiateur va aussitôt être mis en relation avec vous, et ce médiateur va s'efforcer de mettre en place le processus de médiation dans les meilleurs délais. Et notre pratique, elle est très simple. À partir du moment où nous sommes saisis par quelqu'un qui souhaite aller en médiation, nous invitons aussitôt l'autre partie à une réunion de médiation que nous proposons de fixer dans un délai très bref de 15 jours à 3 semaines. Voilà. Et à partir de là, le processus de médiation peut s'enclencher. Alors, il arrive que la partie adverse réponde qu'elle n'est pas disponible dans un délai aussi court ou qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est invitée à une réunion de médiation, ou parfois même qu'elle n'entend pas se rapprocher de la partie adverse. Mais enfin, dans tous les cas, la réaction est suscitée et le processus peut se mettre en place. Si médiation il n'y a pas, ou si accord il n'y a pas, à ce moment-là, le médiateur rédige un procès-verbal au terme duquel il n'indique qu'une seule chose, à défaut d'accord, je dis bien, que la médiation a été engagée, a été tentée, mais qu'il n'y a pas eu de suite. En respectant par là même le sacro-saint principe du secret, de la confidentialité absolue qui entoure la médiation. Voilà. Et fort de ce procès verbal,
la personne peut, à ce moment-là, engager l'action en respectant l'article 751 dont je parlais tout à l'heure. Elle peut produire ce certificat devant le juge qui constate qu'il y a eu une tentative de médiation et l'action devient par là même recevable. Voilà en quelques mots les caractéristiques de la médiation, voilà la comparaison que l'on peut faire avec la conciliation, avec beaucoup de points communs, quelques différences quand même qui sont notables. Que vous dire encore que l'effort du médiateur, il porte sur la compréhension. Il faut d'abord que le médiateur comprenne le litige pour qu'il puisse mettre les parties en mesure d'échanger utilement entre elles et faire en sorte même qu'elles se mettent l'une à la place de l'autre. Voilà, c'est tout ce circuit que le médiateur doit rétablir. Et il va souvent chercher, et c'est peut-être là en définitive ce qui caractérise le mieux le médiateur, il va chercher les racines profondes du différend, du litige. Et on le voit dans les affaires de succession, dans les affaires où il y a beaucoup d'affect. Ces racines, elles sont parfois très anciennes, elles remontent à des années et des années en arrière. Pourquoi aujourd'hui une succession ne peut pas se liquider facilement entre un frère et une sœur? Eh bien, c'est parce qu'il y a 15 ou 20 ans, il y a eu tel événement anodin et qui souvent reste enfoui dans l'esprit des gens et que le médiateur va permettre de raviver et en créant une sorte de recul, d'étonnement des parties. Ah mais oui, tiens, tu te souviens, il y a 20 ans, oui, on s'est accroché là-dessus, ouais, et puis depuis, bon, ben, on ne s'est pas reparlé, ou on s'est boudé, oui, bon, ben, on est complètement ridicule, et puis voilà. Et c'est comme ça, souvent, que le dialogue se rétablit et qu'on peut ensuite trouver des solutions. Et enfin, et j'en terminerai là, pour prendre une image, dans le différend, il y a deux parties. Il y a la partie émergée, la partie immergée, un peu comme dans un iceberg. Et la partie immergée est la plus importante. La partie émergée, c'est ce qu'on appelle le litige. C'est ce qui fait que les gens vont aller devant un juge. Devant un juge, le justiciable, il lui soumet un litige qui se traduit en termes juridiques. Devant le médiateur, et c'est là toute la tâche du médiateur et la plus-value qu'il peut apporter, il ne s'agit pas de résoudre uniquement le litige, cette partie émergée. Il faut résoudre le conflit dans son ensemble, y compris cette partie sous-jacente, enterrée, enfouie, oubliée, comme je viens de le dire. Et c'est ça qui fait la condition d'un accord pérenne, qui va durer dans le temps et qui fait que des gens qui ne se sont peut-être plus parlé, des frères, des sœurs, mais aussi des associés, depuis des années, vont pouvoir, après avoir pris conscience de cet aspect, vont pouvoir, une fois le litige résolu, renouer des relations et reprendre une vie associative, une vie professionnelle, une vie familiale normale. Voilà ce que je pouvais dire sur les atouts de la médiation à travers mon expérience. Et pour répondre quand même à votre question que je n'oublie pas par rapport à l'évolution et à mon expérience de porte-parole de la médiation au sein de votre association, ce que je peux dire, c'est que les mentalités évoluent, les réactions évoluent. Il y a 10-15 ans, personne ne savait ce que c'était que la médiation. Il faut bien le dire. Aujourd'hui, la compréhension est meilleure, mais il y a cette confusion avec la conciliation. Mais les gens savent aujourd'hui que ces modes amiables, et là
là je me tourne aussi vers mon voisin de gauche, que ces modes amiables peuvent être utiles, peuvent être efficaces, peuvent leur apporter quelque chose avant d'aller voir le juge. Et aller voir le juge, c'est véritablement le dernier recours. Et ce réflexe, je crois, d'essayer de se parler avant tout, d'éviter la castagne, eh bien, il rentre petit à petit dans les mœurs. Et je crois que c'est ce que recherche le législateur français, mais également le législateur européen, hein, sachant que nous sommes, et ça je l'apprends à personne, de plus en plus quand même influencés par le législateur européen. Merci maître. Alors je précise quand même en complément de ce que vous annoncez, c'est que votre consultation en médiation à l'association a été renforcée depuis 2 ou 3 ans. Mes collègues ne sont pas là pour me le confirmer, mais il y a une consultation supplémentaire qui existe, donc il y a véritablement une demande. Voilà. Et par ailleurs, je voudrais ici aussi remercier Monsieur Arnal pour l'initiative qu'il a eue en novembre 2023 de réunir les conciliateurs de justice et les représentants donc, à la commission de conciliation des dépôts d'habitation. Ça a été très instructif. Moi, je vous remercie d'être venus, nombreux ce soir, malgré le mauvais temps. Et je pense qu'on peut applaudir nos intervenants.